Bonjour, je suis le professeur Sophie Christin-Maître, chef du service d'endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et je vais vous présenter un cours sur les insuffisances ovariennes prématurées. Les insuffisances ovariennes prématurées, ou IOP, se définissent cliniquement par une aménorrhée primaire ou secondaire de plus de 6 mois, avec une FSH élevée, supérieure à 25 milliunités internationales par millilitre, un estradiol bas, survenant chez une femme avant l'âge de 40 ans. Sur ce schéma, issu d'un article du Lancet, on peut voir qu'en cas d'insuffisance ovarienne, il existe une déplétion folliculaire par rapport à un ovaire normal, donc un taux d'AMH qui est souvent bas, un taux d'estradiol bas et en raison du rétrocontrôle, un taux de FSH élevé. L'insuffisance ovarienne prématurée s'appelle en anglais Premature Ovarian Insufficiency. Il ne faut plus utiliser, comme indiqué dans les recommandations de la Société européenne de reproduction, le terme ménopause précoce, insuffisance ovarienne primaire ou insuffisance ovarienne primitive, seulement le terme insuffisance ovarienne prématurée. Donc je voudrais insister sur le fait que l'IOP n'est pas le syndrome de diminution de la réserve ovarienne. En effet, la diminution de la réserve, ou DOR en anglais, se voit chez des femmes qui consultent pour une infertilité, mais qui ont encore des cycles réguliers, une FSH légèrement élevée, un taux d'AMH bas et un compte folliculaire diminué. Ces femmes consultent uniquement pour infertilité, elles ont encore des cycles, elles n'ont donc pas une IOP, mais une diminution de la réserve. La prévalence de l'IOP est environ 2 à 3 cas pour 100 femmes avant l'âge de 40 ans et 1 pour 1000 avant l'âge de 30 ans. L'IOP, dans la majorité des cas, son étiologie n'est pas connue à ce jour. Dans plus de 70% des cas, en dehors de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de la chirurgie ovarienne, en particulier des endométriomes, on ne connaît pas la cause de l'insuffisance ovarienne. Donc, quelle est la conduite à tenir? La première question à se poser, c'est quelle est la taille de la patiente? Pourquoi? Parce que vous pouvez révéler, même à l'âge adulte, un syndrome de Turner chez une patiente. Donc, en dehors de cette forme caricaturale, de cette petite taille avec un cou ayant un ptérygium coli, des implantations basses des oreilles et un thorax en bouclier, il peut exister des formes très modérées de ce syndrome qui sont diagnostiquées à l'âge adulte. Donc, dans le syndrome de Turner, il existe une atrésie folliculaire accélérée, c'est-à-dire que par rapport au pool maximal des follicules, obtenu vers 20 semaines de gestation, eh bien, il va y avoir une perte beaucoup plus rapide que la moyenne des femmes et donc une insuffisance ovarienne. En dehors du syndrome de Turner, dans les insuffisances ovariennes, on peut trouver des anomalies du nombre, mais aussi de la structure des chromosomes X dans 10 à 13% des cas, soit des délétions du bras long de l'X, soit des translocations X-autosomes. Ainsi, le cariotype est le premier examen réalisé dans le bilan d'une insuffisance ovarienne. Le deuxième examen, toujours après un consentement, est la recherche moléculaire de prémutation FMR1. Le gène FMR1 est situé sur le bras long du chromosome X et il est impliqué dans le syndrome de l'X fragile, qui est la première cause de retard mental chez le garçon. Cette anomalie est due à une répétition de triplés CGG et donc quand l'enfant est atteint, c'est-à-dire plus de 200 triplés, il a le syndrome de l'X fragile. Et on sait maintenant que les femmes prémutées, entre 50 et 199 triplés, peuvent avoir une insuffisance ovarienne. En effet, 20% des femmes avec une prémutation ont une insuffisance ovarienne. Et si on prend des cas sporadiques d'insuffisance ovarienne, 3% auront la prémutation. Et en cas de cas familiaux, 13% auront cette prémutation. C'est très important de faire ce diagnostic pour la patiente, mais aussi pour le reste de la famille et l'enquête génétique. Donc il faut demander, y a-t-il des retards mentaux chez les garçons dans la famille? La troisième question, existe-t-il un terrain auto-immun? Et je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas de valeur des anticorps anti-ovaires
Par contre, les anticorps anti-surrénaliens sont intéressants à doser et ils sont présents dans la majorité des patientes avec insuffisance surrénalienne et IOP. Ils peuvent exister quand même en l'absence d'insuffisance surrénalienne. C'est très important de les doser pour évaluer si oui ou non il y a un terrain auto-immun. De même que les anticorps anti-TPO ou thyroïdiens qui sont moins spécifiques, ou un terrain de diabète ou de maladie cœliaque. Le quatrième examen est l'analyse des gènes candidats dans des étiologies génétiques. Alors une étiologie à côté de laquelle il ne faut pas passer, c'est le cas de malformation des paupières et en particulier cette jeune patiente avait par exemple un syndrome de blépharophimose avec une mutation d'un gène appelé FOXL2. Certaines patientes ont une IOP avec une surdité et donc là il faut évoquer le syndrome de Peiro avec plus de 40 gènes connus à ce jour. La difficulté, c'est que beaucoup de cas sont non syndromiques. Et donc, je voudrais citer cet article de Human Reproduction Update qui a repris toutes les étiologies génétiques des IOP. Et vous voyez sur ces schémas avec tous les chromosomes, tous les petits points rouges correspondent à un cas au moins décrit d'insuffisance ovarienne avec une anomalie génétique. Donc, plus de 60 gènes sont impliqués et donc à ce jour se développent des séquençages au débit pour tester beaucoup de gènes à la fois chez ces patientes. Donc après le diagnostic, le traitement. Et le traitement est très important. Il faut absolument administrer un traitement hormonal substitutif chez ces femmes, a priori jusqu'à l'âge physiologique de ménopause. Le traitement hormonal substitutif, si pas de développement mammaire, a pour but bien sûr d'induire ce développement mammaire et d'induire la poussée de croissance. Donc, en l'absence de développement mammaire, on va commencer par des estrogènes seuls pendant 12 à 18 mois avec une augmentation progressive de la dose. Une faible dose d'estradiol, si possible par voie transdermique, en appliquant le patch le soir ou sinon un gel. Secondairement, on va augmenter la dose pour permettre la féminisation. Quelle dose? 2 à 4 mg per os de 17-bêta-estradiol, 50 à 100 microgrammes de 17-bêta-estradiol en transdermique ou 3 pressions de gel de 17-bêta-estradiol. Ensuite, on ajoutera les progestatifs, bien sûr, en présence d'un utérus. Il faut adapter la dose d'estrogène sur les bouffées de chaleur et la tension mammaire, adapter la dose de progestérone selon l'intensité des saignements, le souhait ou non de saignement de privation chez la patiente. Il n'y a pas de nécessité de faire des contrôles mammographiques précocement. Ce traitement, il a pour but de diminuer le risque cardiovasculaire, car il a été montré sur cette étude réalisée en Hollande que si l'on regarde la mortalité par risque cardiovasculaire chez les femmes, en fonction de l'âge d'arrêt du fonctionnement ovarien, on se rend compte que les femmes qui ont une IOP, donc un arrêt du fonctionnement ovarien avant 39 ans, sont les plus à risque de mortalité cardiovasculaire. Ceci est en rapport avec l'effet âge des estrogènes sur une artère saine. Les estrogènes sont très bénéfiques. Sur une artère malade, les estrogènes sont potentiellement néfastes. Le deuxième intérêt, c'est bien sûr maintenir la masse osseuse, puisque ces femmes ont une diminution de la masse osseuse si elles n'ont pas de substitution estrogénique. J'insiste sur le fait que chez ces patientes, il ne faut pas oublier la prise en charge psychologique, car le diagnostic est difficile à accepter, et en particulier vis-à-vis de l'infertilité. Pour le désir de grossesse, il est important de souligner le fait que l'insuffisance ovarienne n'est pas la ménopause précoce. En effet, il peut quand même y avoir des grossesses naturelles, environ dans 3 à 5% des cas. Dans cette grande étude qui a été réalisée par Maud Bidet sur des femmes en insuffisance ovarienne prématurée, le taux de grossesse spontanée était d'environ 4,4% des femmes. Ceci sous-entend qu'en l'absence de désir de grossesse, il est nécessaire de proposer une contraception à ces femmes en IOP et pas de contraception progestative pure puisqu'il faut compenser la carence estrogénique. Enfin, s'il s'agit d'un syndrome de Turner et d'un désir de grossesse, il est important de relire les recommandations internationales qui ont été publiées l'année dernière dans le European Journal of Endocrinology, qui recommande un suivi très important vis-à-vis de l'aorte de ces femmes avec un syndrome de Turner.
Donc pour la fertilité, il est souhaitable de proposer un don d'ovocytes, pas de stimulation ovarienne, pas d'immunosuppresseurs. Donc en conclusion, dans l'exploration des IOP, le premier examen, le cariotype, le deuxième, la recherche de prémutation FMR1, le troisième, le bilan auto-immun, le quatrième, les analyses génétiques, soit par NGS, soit par d'autres techniques génétiques plus récentes. Enfin, le traitement, il est fondamental d'utiliser un traitement hormonal substitutif, en sachant que le taux de grossesse spontanée est environ 6% des cas, qu'il faut orienter ces femmes assez rapidement, si elles le souhaitent, en AMP avec don d'ovocytes, et dans le futur, on pourra peut-être utiliser, grâce à des techniques de cryopréservation, de cellules pluripotentes ou d'ovaires artificiels, des techniques permettant de régénérer les ovocytes et donc la fertilité de ces femmes. Je vous remercie de votre attention.